Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 296e numéro du RMC Fighter Club. Un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour débattre sur les classements UFC. Est-ce qu'il faut tout changer? Pourquoi c'est n'importe quoi? Et quelle solution pour l'avenir de ces rankings de la plus grande organisation de MMA? Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pieds-points et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur de plusieurs organisations chez nous à RMC Sport dont les One Friday Fights. Comment ça va mon Baba? Salut Alex, salut tout le monde, ça va super. Oui, il faut tout changer. Tout changer au ranking, on va voir. Tout supprimer. Et on va pouvoir en débattre et on va en débattre avec un autre invité. On est ravis d'accueillir avec nous depuis sa Belgique au téléphone Chris Guénard, fondateur du média digital Fight Minds. Il a fait coach, il a fait matchmaker, il a fait beaucoup de choses dans les MMA, il connaît bien ce milieu. Et puis avec Fight Minds, ils ont développé un nouveau ranking UFC qui nous plaît beaucoup et on va en parler parce que ça peut être une solution pour l'avenir. Comment ça va Chris ? Ça va super bien, un tout grand merci à vous de m'accueillir. On est ravis de t'avoir et ça va être une discussion passionnante sur les évolutions et ce qu'il faut changer dans les classements UFC. Chaque début de semaine après un événement UFC, c'est la même rengaine. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les classements? Et souvent, c'est une autre même rengaine, on ne comprend pas trop les évolutions. Très obscurs dans leur fonctionnement, les rankings de la plus grande organisation de MMA à travers la planète sont sujets à débat depuis de nombreuses années. Et beaucoup aimeraient les voir évoluer pour un système plus précis et transparent. Faut-il tout changer? Comment faire? Le RMC Fighter Club se penche sur le sujet des classements UFC avec en invité Chris Guénard, fondateur de Fight Minds, média digital, qui a développé sa propre version des rankings pour un résultat très crédible. Alors messieurs, on va débattre de ces petits rankings UFC qui nous font parler toutes les semaines. Je le disais dans l'intro, on essaye toujours de voir mais qu'est-ce qui a évolué. Et puis souvent, on n'est pas d'accord avec les évolutions, on voit que rien n'a bougé alors qu'on pense que ça aurait dû bouger. Je vous fais un petit contexte, une petite historique des rankings pour qu'on sache de quoi on parle et ensuite on en débat si vous êtes d'accord messieurs. Les rankings UFC sont lancés en février 2013, ça a à peine 11 ans. Il y en a plein qui croient que c'est beaucoup plus vieux et qui demandent quel mec était classé. Non, c'est pas si vieux que ça, c'est une grosse dizaine d'années. C'est basé un peu comme le Ballon d'Or pour ceux qui connaissent le football sur des votes de journalistes. Alors, les médias sélectionnés pour voter ont beaucoup évolué à travers le temps. Il y en a eu 28 à une époque et à ce moment-là, il y avait des médias très crédibles. On a été jusqu'à 14 au plus bas. Aujourd'hui, il y a une liste. Je vais vous citer la liste parce que c'est important de citer la liste. Pour que vous compreniez, comme on ne connaît aucun des médias qui votent officiellement pour le ranking UFC, c'est les médias. Vous allez sur la page ranking UFC, classement UFC sur Internet, vous allez voir tout en bas, il y a un petit truc pour cliquer, comment sont faits les classements, et vous allez voir la liste que je vais vous citer. Je n'invente rien, j'ai encore vérifié ce matin, c'est encore la liste à jour aujourd'hui. 2 points. Kone Honolulu, MMA Oddsbreaker, CFMU 93.3, Bourseprac.se, Fight News, Fight Network, Gazeta Sportiva, Cherokee Scout, Bourbank Leader, MMA Weekly, KIOZ 105.3, Vladusport.com, Wrestling Observer, Top Turtle Podcast, MMA Fight Radio, Boxeo Mondial, Kimura.se, MMA Soldier, MMA NYTT, Blood and Sweat, Inside Fighting Radio. Baba, est-ce que tu connais plus de 2 des noms que je viens de te citer? Je vais commencer par là. Je connais un, et je savais pas qu'ils opéraient encore, c'est MMA Weekly. MMA Weekly, c'est le plus crédible de toute la liste. Mais ma grande question, c'est qui est Vlad du sport? Je vais un peu rentrer dans les détails. Chris, pareil, on est d'accord, on connaît personne? Ouais, je connaissais MMA Outbreaker sans plus et MMA NYTT, mais je sais pas que je les suis pour autant. Non, je veux bien l'idée. MMA Outbreaker, t'as raison, c'est un site de paris. Qui fait du MMA, mais c'est ciblé sur les paris sportifs. D'accord. Je vous fais 2-3 des spécialités de ces médias-là, juste pour rigoler un peu pour ceux qui n'auraient jamais lu. Il y a un papier entier sur RMC Sport que j'avais fait il y a quelques mois, vous pouvez le retrouver si vous voulez plus de détails. Kone Honolulu, c'est un site d'information locale sur Hawaï. Il n'y a rien sur l'UFC ou le MMA. CFUME 93.13, c'est la radio de l'université McMaster au Canada. Il n'y a aucune couverture du MMA. Bourseprac.se, c'est un site suédois consacré au MMA qui n'existe plus. La dernière publication, c'est juillet 2017. Fight News, ça existe, mais c'est consacré à 100% à la boxe anglaise. Gazeta Sportivien, site brésilien, aucune rubrique MMA.
ça couvre pas cette discipline. Cherokee Scout, c'est le journal local de Cherokee County, en Caroline du Nord. Sa couverture sport, c'est 100% sur les équipes de lycées et d'universités locales. Donc rien à voir du tout avec le MMA. KIOZ 105.3, c'est une radio rock de San Diego. Plus tu lis le truc, plus c'est marrant. Vladusport, donc c'est le seul votant français. C'est censé être un votant français, vladusport.com. Le site n'existe plus. Le nom de domaine est en vente. Il y avait des articles sur le MMA, mais la dernière archive, c'est novembre 2016. Bien. Dernière présence sur les réseaux sociaux, avril 2015. Ok. Alors, MMA Fight Radio, eux, ils semblent à peu près proches. Ils font du MMA, ils font du coverage de ça. Et ils ont même, j'ai même le nom du votant, tu vois, qui a parlé. Ok, donc, d'accord, c'est un des rares dont on peut savoir ça. Boxer au mondial. Bah, c'est que de la boxe, comme son nom l'indique assez facilement. MMA Oddsbreaker, on l'a dit, c'est pour les sites de Paris. Fight Network, c'est un diffuseur canadien, mais qui diffuse pas de MMA ni du UFC. Donc c'est un diffuseur de sport de combat, mais il n'y a pas du MMA chez eux. Kimura et MMA NYT, Chris, que tu connaissais, c'est consacré aux combattants suédois. Donc bon, c'est vraiment que sur eux. Blood and Sweat, c'est sur les combattants russes. Et MMA Soldier, c'est tenu par Rodney Jem, un ex-militaire. Et ça couvre pas tellement l'UFC. Enfin, ça a des couvertures qui datent d'il y a un an et demi, quelque chose comme ça. D'accord. Et Inside Fighting Radio, sport de combat, oui, mais ça a disparu pendant quelques années, puis ça revient, puis ça redisparaît. Voilà. Top Turtle Podcast, eux, ils sont consacrés à l'UFC et ils publient régulièrement. Et MMA Weekly, qui est les plus connus. Les gars, c'est n'importe quoi. Enfin, qu'on commence déjà clair, Chris, avant de dire il faut tout changer et comment il faut tout changer. C'est la plus grande organisation de MMA au monde et de sport de combat au monde. Il y a des millions de dollars en jeu quand tu es champion à l'UFC. C'est des carrières de monter dans les classements. C'est ridicule de voir ça, tout ce que je viens de dire, Chris. Absolument, c'est de là que vient d'ailleurs l'idée, c'est quand on voyait ça et la responsabilité qu'il peut y avoir derrière faire les rankings par rapport aux levées de négociations et aux opportunités que ça peut offrir aux combattants. J'ai été très surpris au moment, je pense que c'est le même moment où on s'est tous les deux renseignés un peu sur comment les rankings étaient faits. On avait tous les deux été choqués, on en avait parlé en off et ouais, il faut absolument changer ça parce que quand on voit qu'il y a des médias non spécialisés, on se demande même, il y a certains médias qui n'existent plus, donc ça veut dire que le site n'est plus à jour sur l'UFC. Probablement que sur les médias que tu as cités, il y a une partie qui ne vote même pas. Je ne serais même pas étonné qu'il n'y en ait plus que 3 qui votent, sincèrement. Ouais. Et du coup, on n'a pas... Ça ne reflète pas une réalité, c'est trop subjectif et ça manque de transparence. Ouais, non, mais c'est clair, il doit y en avoir qui votent encore. Je t'ai dit, j'ai des noms, j'ai des noms de mecs qui en disent, le mec de MMA Fight Coverage, Dallas Hall. J'ai vu une déclat de lui il y a quelques mois encore. Il dit ouais, je vote, je rends mes votes toutes les semaines. Par contre, on a vu, il y a des sites qui n'existent plus. S'ils ont changé le panel, changez votre site internet, hein, c'est pas grand chose. Hein. Vous rentrez dans le back-office, vous changez 3 mots et puis ça change. Mais là, il y en a un manque de transparence. Il y a des mecs qui n'existent même plus depuis des années, quoi. Vladusport.com serait censé voter en France. Bah moi, je suis désolé, ça va juste dans le sens de ma pensée complotiste, et ça arrive pas souvent. J'en ai une fois de temps en temps, mais moi, ma pensée, ça a toujours été de dire qu'il n'y a pas de panel. Ouais, pour moi, il n'y a pas de panel votant. C'est Dana et Mick et les autres matchmakers et peut-être une autre personne, un VP qui est dans l'organigramme et qui décide de quoi avec les managers, bien évidemment, les managers amis de l'UFC, je pense à Abdelaziz entre autres. Je vois pas comment tu peux... moi, je tire aucune crédibilité de la liste de ce que tu viens de me lire et ça me renforce dans le fait qu'il n'y a qu'une seule entité qui fait les rankings et c'est bien l'UFC. En février dernier, podcaster MMA Tommy Tohold, il avait répertorié le nombre de fois où des combattants ont changé leur position dans les classements. Je crois que c'était sur les 2 années précédentes. Alors qu'aucun des deux n'avait combattu. Ouais, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois. 65 fois. Ouais. Donc c'est vraiment... tu vois que l'UFC décide tout seul de comment il faut bouger leur case. Mon problème, Chris, c'est que nous, même les journalistes, les médias MMA qui couvrent le MMA toutes les semaines et même tous les jours pour RMC Sport, on se base vachement là-dessus. Quand on voit nos match-ups, c'est le numéro tant contre le numéro tant. Et lui, il mériterait d'avoir 3 chances pour le titre parce qu'il est numéro tant. Mais en fait, quelle crédibilité on devrait leur accorder, Chris ? En fait, on devrait quasiment même pas leur accorder de crédibilité quand on dit tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, quand on connaît le système utilisé actuellement, il n'y a aucune crédibilité. Alors, c'est pas pour autant qu'il n'y a rien qui fait sens. Quand on regarde les classements aujourd'hui de l'UFC, on va dire à 80%, c'est pas facile à critiquer. Les places sont plus ou moins bonnes, mais voilà, les 20% restants, puisqu'il y a une critique à faire, ça veut dire qu'il y a un axe d'amélioration sur lequel il faut travailler. Je sais pas si tu savais aussi, je sais pas si tu as vu passer, Chris, dernièrement, mais j'ai vu passer sur Twitter, alors que ça datait de quelques années, donc ils n'étaient pas sûrs que ce soit toujours en place, mais des mails
de l'UFC directement adressé aux votants pour récolter leur vote et en fait dans lequel il y a des guidelines. Si tel mec a gagné, ce serait bien qu'il augmente vers telle place. Si tel mec fait ça, ce serait bien qu'il augmente vers telle place. T'avais vu passer ça ou pas ? Alors, j'ai pas vu passer ça, mais ça, c'est aussi une des raisons quand tu regardes justement sur le site ufc.com/rankings et qui te disent comment est-ce que les classements sont définis, là où tu as la liste des médias que tu as cités, il n'y a aucune indication sur quels sont les critères utilisés. Et donc, effectivement, je ne suis pas du tout surpris de ce que tu me dis, que l'UFC pousse un tout petit peu en disant « Ah, c'est lui qui gagne, il faudrait qu'il soit numéro 2, comme ça, on justifie le title shot derrière. » C'est génial, t'es votant, mais il n'y a pas de critères. Ouais, t'as raison, Chris. Je veux dire, à un moment, c'est quand même la base d'un vote, c'est d'avoir aussi les critères pour ce genre de truc. Mais ce que je disais là, ce qu'on a vu passer sur les réseaux, Baba, ça va avec ce que tu dis. Hein. Ouais. C'est l'UFC qui décide et qui même influe. Ils influent leurs votants et à mon avis, si les votes, ça va pas avec ce qu'ils veulent, bon bah, on fait un peu ce qu'on veut en fait. C'est pour ça, comme le dit Chris, c'est vrai que dans 80% des cas, le classement fait sens. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais tu as un bon 20% des cas où c'est un peu n'importe quoi. Et ce 20% des cas, il va souvent correspondre à un besoin business de l'UFC. Faire monter telle personne pour qu'on puisse la mettre dans une position intéressante pour le combat d'après, que ce soit pour un titre ou pas d'ailleurs. Mais c'est pour ça que tu vas avoir des combattants qui vont faire des bons sous un critère uniquement oculaire. C'est parce que sa perf d'avant et les 3 perfs qu'il a eu avant font qu'il y a de la hype derrière lui. Et c'est quoi le critère de la hype en fait ? Ça, c'est par rapport à qui ? Et très marrant, c'est que ça permet aussi ce flou, en fait, ça permet à l'UFC de reporter la faute des choses qui se passent mal sur des personnes imaginaires, sur les journalistes et les personnes imaginaires. Il y a une anecdote incroyable. Après l'UFC 295 l'année dernière, Madison Square Garden, Benoît Saint-Denis met KO Matt Frévola. Et il y a un journaliste français dans la conférence de presse de Dana White qui lui dit, à votre avis, à quelle place sera Benoît ? Et est-ce qu'il peut potentiellement viser un top 5, ce qui sera d'ailleurs le cas puisqu'il aura Dustin Poirier après. Mais quelle va être sa place ? Dana regarde la salle avec tous les journalistes réunis, les journalistes MMA, et dit, 2 points, ouvrez les guillemets, me demandez pas, ce sont tous les gens dans cette pièce qui prennent cette décision, pas moi. Et en fait, je pense que dans la pièce, il y a absolument personne qui vote pour le ranking du UFC à ce moment-là. Bah non, mais qu'est-ce que tu lis dans cette phrase ? Donc c'est génial, tu reportes la faute sur des gens qui en fait ne sont même pas les responsables de ça. Et aussi, tu peux te dire qu'il a dit la vérité. Moi, ce que je pense, c'est que ce jour-là, il a dit la vérité. C'est vous dans la pièce qui décidez de à quelle place qui on fera monter, de quelle hype vous allez mettre. Moi, c'est comme ça que je vois en fait. Okay. C'est comme ça que je l'entends. Ce qu'il dit, moi, c'est comme ça que je l'entends en tout cas. C'est par rapport à ce que vous allez faire monter derrière comme sauce, on va le mettre dans une position effectivement où il pourra dans un combat intéressant. Ce qui se passe, c'est que BSD derrière, il explose et pas que en France. À l'international, les analystes, tout le monde parle que de lui. Et c'est ce levier-là qui a permis de négocier un combat aussi intéressant que Dustin Poirier derrière, parce que toutes les planètes s'alignent en plus. Mais je pense que quand il dit ça, il dit la vérité. C'est qu'il y a beaucoup, évidemment, que le classement, il va être logique sportivement pour plein de choses. On va penser par exemple à un Assourdini Imavov, qui est bien classé sportivement par rapport à ce qu'il a produit en termes de prestations. Maintenant, le petit push supplémentaire qui fait que tu vas passer un step et que tu vas combattre pour le titre, ça va être cette fameuse hype que tu vas pouvoir créer. Chris, on le dit tout le temps ici, faut jamais oublier, l'UFC, c'est un business. C'est un business accolé à un sport, plutôt qu'un sport accolé à un business. C'est souvent ça qu'on dit. Ça paraît, pour les défendre, ça paraît presque logique en fait. En un sens, oui. Tu vois, parce que tu es une entreprise privée, tu as tes choix, tu veux tes combats qui vont rapporter, donc tu fais tes choix aussi. Exactement. En fait, ça leur permet d'avoir plus de contrôle. Ils peuvent choisir eux-mêmes qui ils placent où, soit en poussant les votants, soit en modifiant. En fait, quand ils reçoivent les résultats, rien ne nous garantit qu'ils font vraiment une agrégation et qu'ils affichent la moyenne. Rien ne nous dit qu'ils voient Khamzat, il tombe 6 avec les journalistes. Vous savez quoi, on va le mettre 3e. Ouais. On n'a pas cette garantie, on n'a pas cette transparence. Ouais. Et donc, effectivement, en tant que business, ça peut s'entendre de vouloir garder le contrôle, mais d'un point de vue éthique, alors on préfère qu'ils nous disent directement qu'ils font les rankings eux-mêmes. Et honnêtement, je serais limite moins dérangé que l'UFC nous dise c'est nous qui faisons les rankings, on a 3 personnes en interne qui travaillent là-dessus, plutôt que nous bassiner avec ce sont des médias qui le font. Et puis il faut aller en bas de UFC Ranking pour trouver un petit pop-up avec écrit en tout petit les médias qui votent. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la liste comme tu la connais, Alex. Mais tu as raison, je crois qu'en fait, on pourrait même accepter que ce soit assez transparent de leur part, c'est nous. C'est notre entreprise privée, c'est notre business, on fait notre ranking. Vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Même vous êtes combattant, vous allez combattre ailleurs si vous n'êtes pas content. C'est notre ranking. Maintenant, l'argument que tu pourrais dire inverse, Baba,
c'est que je pense que ça joue dans des négociations de contrat. Ouais, bien sûr. Si t'es top 5 depuis tant de temps, si t'as été machin. Donc ça devient, tu vois, c'est très compliqué parce que ça veut dire qu'ils géreraient un truc qui aurait une incidence sur leurs négociations avec leurs mais combattants. c'est tellement MMA. C'est tellement MMA. Moi qui viens d'écouter il y a juste 2 jours l'épisode de Fight Mind sur le petit séisme qu'on a en France actuellement. Sur sur le rachat de certaines équipes de management De la BTT, et le cumul des mandats conflit d'intérêts. Ouais. Bah, de toute façon, l'UFC, c'est son business depuis toujours. Ça a toujours été comme ça. C'est Ils l'ADN sont du au MMA, début en fait. Et à la fin du truc, c'est l'ADN du MMA. Mais comme le dit Chris et comme le dit toi, en fait, dis-nous ça clairement. Et personne n'a rien à redire parce qu'on ne peut rien dire. Et puis de toute façon, la com de Dana White, ça n'a jamais été d'argumenter en salle de presse. Ça n'a jamais été de dire à un journaliste: ouais, c'est vrai que ça n'a pas tort là, ce que tu es en train de me dire. Je vais réunir mes équipes et je pense qu'on va créer un panel. D'ailleurs, donne-moi ton numéro de téléphone, comme ça, je vais. Non, en fait, il te dirait: je fais ce que je veux. Et alors? Et toi, en face, tu vas dire: bah ouais, en fait, il fait ce qu'il veut. Moi, je vais continuer à spéculer dans mon coin. Et quand il décidera de quel est le match-up pour le titre, moi, je dirais: bah de toute façon, ces deux-là font consensus. De toute façon, leur sport, il fait qu'ils sont obligés de respecter une certaine éthique sportive. Ils ne peuvent pas s'en échapper trop longtemps. Parce que voilà, leur fanbase, c'est leur fanbase. Et à un moment donné, si tu prends le champion et que tu le fais combattre un mec qui vient d'arriver et qui passe devant 15 personnes qui sont là depuis 2 ans, ça ne pourra pas fonctionner. Donc il y a quand même une certaine éthique sportive qui est obligée d'être respectée, mais ça va jusqu'à un certain point et le reste, c'est eux qui décident. Et puis en fait, il faut l'imposer. C'est-à-dire qu'il faut tellement avoir été incontournable sportivement qu'ils ne peuvent plus rien faire. On a l'exemple en ce moment avec Manon Fiorot. Incontournable depuis 2 ans, qui doit avoir sa chance pour le titre. Et voilà, et comme elle a moins le potentiel star aussi que d'autres, bah, tu sens que l'UFC pourrait essayer d'aller vers d'autres idées aussi. Un champ-champ contre Weili Zhang, ça les dérangerait peut-être pas. Mais sportivement, elle s'est imposée. Il y a combien d'exemples de combattants qui se sont imposés sportivement, comme tu le dis, qui ont monté au classement, mais qui n'ont jamais combattu pour le titre? Tony Ferguson n'a jamais combattu pour le titre officiel. En tout cas, tu disais que Dana White devait prendre des numéros de téléphone. Je sais qu'il y en a un qui devrait prendre. C'est celui de Chris Guénard. Parce que eux, ils ont essayé avec Fight Minds de tenter quelque chose de différent. Parce que Dana, dernièrement, a été très critique lui-même sur son propre ranking en conférence de presse. Toujours sur les personnes imaginaires. Voilà, sur les journalistes imaginaires. Il est très critique là-dessus. Et vous faites des mauvais choix. Et John Jones doit être numéro 1 pound for pound, et alors qu'il ne l'est pas dans le truc des journalistes. Il a même évoqué l'idée de mettre une intelligence artificielle pour le faire à sa place. Pour le faire à la place des journalistes. À mon avis, il sera déçu parce que je pense pas que l'intelligence artificielle mette John Jones numéro 1 non plus, si elle est vraiment intelligente. Mais c'est un autre débat. Il y a des hérésies. Et je vais te donner la parole, Chris, donc sur votre idée, mais il y a des hérésies. On l'a vu. Moïcano qui fait une démonstration contre Saint-Denis à Paris, ça bouge pas. Je donne des exemples très récents. Les catégories comme les moins de 70, les moins de 77, ça fait des années que ça bouge pas au sommet, notamment les moins de 70 avec les Poirier, Gaethje, Chandler, tout ça. Les mecs se combattent contre eux, on les fait pas reculer, on les fait pas avancer, ils bloquent toute une caté. Colby Covington, et on va en reparler, Chris, parce que c'est un exemple incroyable. 2 victoires en 5 ans contre 2 retraités, Masvidal et Woodley. Aucune victoire contre un ranké dans le top 15 aujourd'hui de sa catégorie. Il est toujours numéro 6. Brian Ortega qui a eu une victoire, je ne sais pas combien d'années, il était 3 chez les featherweight pendant des années, ça bougeait pas, comme si son truc était gravé dans le marbre. Il y a énormément d'exemples qui pullulent au fil des années, je vous ai donné que des exemples récents. Chris, vous avez décidé devant tout ça de développer quelque chose et un nouveau ranking avec Fight Minds. Est-ce que tu peux nous donner la genèse de l'idée, nous expliquer comment ça s'est fabriqué, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les critères, et voilà, comment tout ça s'est fabriqué? Donc la genèse de l'idée, c'est un peu tout ce que tu as introduit, dans le sens où je pense que c'est en décembre l'année passée, il y avait beaucoup de discussions à l'international de journalistes, médias et même combattants qui se plaignaient un peu des rankings, en disant ça manque de sens, lui il devrait être plus haut, lui il est trop haut parce qu'il a beaucoup de followers sur Instagram, peu importe, et on avait l'impression que effectivement la hype jouait dans le ranking, ce qui était assez bizarre. Et je pense d'ailleurs que Dana White avait lui-même fait une sortie en conférence de presse en émettant l'idée qu'à un moment, il aimerait que ce soit basé sur des données et uniquement sur des données. Et donc, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, en fait, c'est pas un projet qui doit être si compliqué que ça à mettre en place, en tout cas à driver. Le réaliser sera peut-être plus compliqué, mais au moins lancer un algorithme pour voir à quoi ça pouvait ressembler, c'est à la fois fun et à la fois ça pouvait valoir le coup de le faire. Donc, ce que j'avais fait en décembre l'année passée, j'ai fait une petite vidéo sur Fight Minds pour faire un appel aux personnes motivées de venir m'aider dans ce projet. Donc, moi, à la base,
je m'y connais bien en MMA, j'ai fait des études d'informatique, mais je ne me sentais pas capable de développer l'algorithme qui pouvait générer un ranking UFC. Donc, suite à cette vidéo, j'ai reçu une quarantaine de messages de personnes qui voulaient s'impliquer dans le projet. Donc, on a lancé l'idée. Et au début, on est parti sur un truc très basique, très football. Genre, tu gagnes un combat, tu prends 3 points. Tu gagnes par KO, tu prends un point supplémentaire. Et donc, on avait quelque chose de très, très logique. On a fait tourner l'algorithme et malgré que la façon d'expliquer les critères aurait pu être logique pour monsieur, madame, tout le monde, les résultats donnaient n'importe quoi pour une seule raison, c'est l'activité des combattants qui change. Autant dans le football, chaque équipe joue autant de matchs les unes que les autres, donc à la fin du championnat, le premier c'est celui qui a le plus de points, tout simplement, et c'est logique parce qu'ils ont autant de chances d'avoir autant de points. En MMA, il y a les blessures, il y a les opportunités qui sont données par l'UFC ou non, qui font qu'on a moins de chances de pouvoir prendre des points ou non. Donc on a dû un peu modifier les critères. Mais le but principal de notre ranking, c'est que ce soit transparent, clair et juste. Et pour qu'il soit transparent, on a voulu faire quelque chose de open source. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut aller voir notre algorithme, les coefficients et les critères sur lesquels on se base. Et ça veut aussi dire que si l'UFC tombe dessus et ça leur plaît, ils peuvent le récupérer gratuitement. On n'est pas là pour faire de l'argent là-dessus. On est vraiment là pour essayer de contribuer à avoir plus de justice dans le monde du MMA. Et donc ici, je vais pas rentrer trop dans les détails de l'algorithme parce que on a dû changer pour avoir quelque chose qui faisait du sens. Mais voilà, pour prendre un exemple, toutes les victoires qui ont plus que 96 mois, qui sont plus vieilles de 96 mois, pardon, je m'exprime à une audience française. Le petit côté belge de Chris, ça vaut plus rien. Donc, très intéressant déjà. Ouais. La valeur d'une victoire expire avec le temps, progressivement. Une victoire par KO vaut plus qu'une victoire par split decision. Un bonus va donner un petit boost. L'adversité va évidemment donner un boost. On va gagner plus de points si on bat le gars numéro 3 que si on bat le gars numéro 13. Mais ce n'est pas déconnant non plus parce qu'on voulait éviter que les combattants souhaitent regarder que vers l'avant. Je sais que c'est bloquant et que l'UFC n'aime pas ça, c'est quand il y a un combattant qui dit non, je suis numéro 2, je veux combattre que le 1 ou le champion. Ça peut vite bloquer dans le matchmaking. Et donc on voulait aussi que un combattant qui regarde derrière lui puisse gagner des places. Donc voilà, il y a toute une logique comme ça. Il y a des petits bonus pour les séries de victoires. Il y a des petits bonus pour les main events et pour les combats en 5 rounds. Et alors, on a aussi des logiques qu'on a dû mettre avec le temps. Par exemple, si tu bats quelqu'un par autre chose qu'une split ou une majority, ce quelqu'un ne peut pas te dépasser dans le classement dans les 2 ans, sauf s'il bat quelqu'un de mieux classé que toi. Je vois la logique de la cohérence de qui a battu qui en fait. Voilà, c'est ça, parce qu'on avait beaucoup d'incohérences par rapport à ça avec un gars qui perd contre un autre de manière, voilà, que ce soit décision unanime ou un KO. Et puis le perdant est plus actif, gagne 2 fois. Le gagnant est moins actif et il se retrouve derrière quelqu'un qui vient de battre dans l'année, par exemple. Et donc ça, c'était un peu incohérent. Et donc on a mis des petites règles supplémentaires qui bloquent, mais pas complètement, dans le sens où voilà, si tu es numéro 5, tu perds contre le numéro 4, et ben, il reste devant toi. Si tu gagnes contre le 8 et puis le 7, tu restes derrière lui. Mais par contre, si tu bats le 8 puis le 2, tu peux passer devant lui quand même s'il t'a battu dans l'année. Donc voilà, il y a des petites règles comme ça un peu spécifiques. Qui paraissent logiques. Hein. Tout ce que tu dis me paraît extrêmement logique. Moi, j'avoue, hein, j'ai été le voir dès le lancement de votre projet, et j'ai trouvé ça hyper cool, hyper bien, parce que je le trouve beaucoup plus cohérent que le ranking UFC. Est-ce qu'il y a un truc qui, Chris, toi, te symbolise ça, ou dans ton esprit, tu te dis, quand tu as vu le résultat de ton ranking, tu t'es dit, je préfère ça au classement UFC. Moi, perso, je vais te le dire, parce qu'on en a déjà parlé, Colby Covington, il est 12e chez vous, je crois. Ouais. C'est beaucoup mieux que 6e, il n'y a pas photo. Ouais. Ben voilà, pour moi, c'est l'exemple typique. Et encore, hein, parce que la première fois qu'on a lancé le classement, il était 23e. Et il y avait notamment beaucoup de gens qui se plaignaient de Robert Whittaker, qui était très très bas. Il était genre 8e dans le classement avant d'affronter Khamzat. Et c'est vrai que ça manquait un peu de logique. Donc ce qu'on a fait depuis, c'est qu'on a rajouté un petit boost pour les anciens champions et anciens champions intérimaires qui leur permet de garder des points plus longtemps. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va appeler la name value. Mais c'est pas la name value, tu as combien de followers sur Instagram, c'est la name value parce que tu es un ancien champion, ça a quand même sa valeur et ça mérite de
te rendent plus compliqué à sortir du classement, on va dire ça comme ça. Et donc depuis qu'on a mis cette mise à jour, Colby Covington se retrouve 12e plutôt que 23e, et Robert Whittaker maintenant il est 6e, et je pense que si on n'avait pas cette règle, il serait potentiellement 10e, et je pense que les gens se plaindraient s'il était encore 10e aujourd'hui. Donc, et pour prendre un autre exemple, parce que Baba tu l'as cité tout à l'heure, Nassourdine Imavov qui fait des excellents résultats sportifs, chez nous il est 3e, il est devant Caio et Ramzat. Ramzat est numéro 5 chez nous, alors qu'à l'UFC il est 3. Je trouve ça logique parce que si tu regardes Ramzat en middleweight, il n'a que 2 combats. Il a une victoire sur le fil contre Ousmane, qui a un welterweight lui-même. Et puis il a une victoire sur Robert Whittaker, qui est aussi impressionnante soit-elle. Je trouve que c'est plus logique qu'il soit 5 plutôt que 3 si on regarde que l'aspect sportif. Bah, c'est ultra logique. Nassourdine devant Ramzat. Bien sûr, s'il n'y a pas ce côté business et name value et on veut mettre Ramzat en avant, mais c'est ultra logique. Et short term memory, il a fait une performance de malade contre Whittaker, il a battu un très grand nom de la KT, mais Nassourdine, ça fait, je n'ai pas envie de dire de bêtises, 3 ans, 4 ans maintenant qu'il y a l'UFC. En plus, Quelque chose comme ça, qui se bat dans ce qu'on appelle le meat grinder de l'UFC. Il est là en plein milieu du mélangeur de viande, là, à se taper des canonniers, à se taper des Strickland, à se taper des je ne sais qui autres. Et toi, tu viens en 2 victoires, ok, c'est spectaculaire, c'est beau ce que tu as fait. Bon, déjà, tu as battu un welter la première fois. Tu devrais être propulsé devant tout le monde. Non, c'est pour ça que dans la data, c'est logique. Mais de toute façon, de façon générale, et c'est pour ça que c'est bien ce qu'a fait Chris et son équipe, moi, je te dis clairement que c'est la seule réponse. Si tu veux garder des classements, parce que moi, je suis peut-être un peu plus empirique que ça. Ça pourrait, hein. Et j'aimerais bien m'en affranchir. Genre, on n'a plus de classement du tout. Mais si tu dois garder un classement, pour moi, c'est la seule bonne façon de le faire aujourd'hui. Tu peux pas mettre des considérations derrière. Tu peux pas mettre un ranker derrière. Tu peux pas mettre quelqu'un. Parce qu'il y aura toujours certaines considérations. C'est comme pour le Ballon d'Or. Tout le monde est tout le temps énervé tous les ans. Mais après, quand tu regardes les classements des journalistes, t'es mort de rire en fait. De toute façon, c'est comme tout sport à jugement, comme la boxe, à partir du moment où c'est un homme qui juge, c'est ça. C'est dur. Donc un truc comme ils ont fait chez Fight Minds et Chris, des données, des chiffres, des boosts pour certains trucs, machin, bah au moins c'est clair. Mais j'ai quand même une question moi pour Chris. Enfin, plusieurs. Vas-y. Et attends, parenthèse juste, Chris, moi Colby Covington 23e, ça m'allait très bien. Chris. Mais avant que je de le dire, si tu l'as même 30e, moi c'est bon. Mais bon, bref. Moi j'ai une question qui est quand même. La première question que je poserais, c'est toi qui donc derrière, certes, les datas et derrière la calibration de la machine, à partir de quand tu as été, toi, en tant que fan, entre guillemets, et acteur du MMA, à partir de quand tu as été satisfait du classement ? À partir du moment où on l'a mis en ligne. Donc c'est à partir du moment où j'ai regardé tous les classements dans toutes les catégories de poids et que je me suis dit, OK, il y a très peu d'exemples où les gens peuvent réellement se plaindre avec un argument solide en disant non, cette place-là est injuste. Et quand on a lancé les classements, le seul exemple où je savais que les gens allaient tomber dessus, c'était Whittaker, justement. Je me dis, OK, Whittaker, c'est très difficile de le mettre en dehors du top 6 avant qu'il affronte Ramzat. Mais je l'ai lancé en me disant, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous donner une idée, quelqu'un qui va faire un feedback constructif qui va nous permettre, justement, de se dire, OK, si on change ce coefficient ou si on change ce critère légèrement, ça va permettre à Whittaker de monter sans que ça impacte le reste du classement. Donc ici, je vais peut-être revenir sur quelque chose que tu disais, Baba. Je te rejoins à 100%. Pour moi, si on veut un ranking logique et transparent, il faut que ce soit basé sur des datas. Comme on le dit très souvent, et je pense que c'est une expression qui est fort utilisée en MMA, les chiffres ne mentent pas. Cela n'empêche que c'est nous pour l'instant, et après, si notre projet réussit, c'est l'UFC qui décide quels critères ils mettent en avant. Donc au final, il y a quand même un choix humain derrière. Toujours. Ceci étant dit, une fois que les règles sont définies, si on les garde ad vitam, les gens vont s'habituer. C'est un peu comme au foot. Au foot, tout le monde est habitué à tu gagnes, tu prends 3 points, tu fais une égalité, tu prends 1 point. Personne n'a jamais remis ça en question. Si au moment où on lançait les règles du foot, la victoire c'est 4 points et les égalités c'était 2 points, les gens se seraient habitués à ça. Il n'y a pas un moment où dans l'histoire, quelqu'un aurait dit ce serait plus logique qu'on fasse 3 points, 1 point plutôt que 4 et 2. Et donc ici, on essaie de lancer des règles qui sont logiques. C'est clair. Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, exactement. tu établis tes critères et des règles claires, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui peuvent être pas d'accord avec certains critères, mais en fait, il aura le mérite d'être clair sur le critère et transparent. C'est ça que c'est important. Voilà. Si tu décides qu'au foot, demain, si tu marques un but après la 85e, le but il compte double, au début, les gens vont rigoler, mais dans 2 ans, ce sera la règle en fait. Ce sera le critère et c'est comme ça. C'est ça le problème, c'est qu'en ce moment-là, on n'a ni critères. Et en plus, on a des votants fantômes, un panel fantôme. Donc là, ça fait quand même C'est impossible d'argumenter contre un classement comme celui que produit Fight Minds. Tu peux pas argumenter contre parce que
il y a l'argument contraire, c'est quoi en fait? C'est Dana White fait ce qu'il veut. Moi, ma réponse, ce sera supprime le classement Dana White. Et dis-moi, j'ai vu ce match-up parce qu'avec mon équipe, on a dit que ce match-up, c'est le mieux. Mais après, comment tu peux faire à l'UFC 300 pour dire on a 20 combattants classés sur la carte? Parce que c'est un argument marketing, en fait, ce truc-là. Dans ce cas-là, tu dis que. Comment il s'appelle Fight Matrix Ouais. Matrix je sais pas, tu dis ça. Parce que moi, je vois beaucoup de combattants qui utilisent ça en ce moment. Je vois beaucoup de combattants qui disent moi, je suis 48e, j'affronte le 39e. Et donc, ça fait sens. En fait, Fight Matrix, d'ailleurs, c'est de la data, c'est des données, c'est du. Voilà. Demain, les gens ils pourront dire, par rapport au classement Fight Minds, qui est basé sur de la data, je vais affronter un mec qui a mieux produit que moi pour l'instant. Il est au-dessus de moi dans le classement, il a fait des meilleures productions que moi. Si je le bats, vous voyez, ça aura du sens en fin de compte. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup mieux que de dire j'ai battu. Là, je suis dans un combat contre un mec qui a 1 900 000 followers sur Twitter. Et il y a 4 ans et demi, il a battu un mec qui était ranké numéro 7. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ça ne fait aucun sens. Non. Ça ne fait aucun sens. Ouais. C'est totalement raison là-dessus. Est-ce que tu as d'autres grosses différences, Chris, que tu avais notées importantes avec le classement UFC, à part Covington et Whittaker? Ouais, moi une que j'aime bien aussi, c'est Anthony Hernandez, Fluffy, qui est j'adore numéro Fluffy 9. en plus, tu sais. Voilà, chez nous, il est numéro 9. Dans le classement UFC, tu regardes, il est numéro 13. Il est encore derrière Jack Hermanson et Paulo Costa. Paulo Costa qui a plus vraiment de victoire en middleweight depuis très très longtemps. Et chez nous, Paulo Costa, il n'est pas dans le top 15. C'est tout. Fluffy top 10, longue vie au ranking Fight Mind, c'est tout ce que j'ai à dire, Baba. Voilà. C'est des choses qui me paraissent plutôt logiques. Enfin, tu peux pas. Il faut prendre en compte ce qui se passe là sur. En fait, ce que j'adore dans leur classement, je te jure, c'est que chaque semaine là, en plus, c'est marrant, c'est qu'ils arrivent dès le dimanche, puisque c'est de la data. Donc t'as pas à attendre les votes, enfin les votes entre guillemets, qui tombent le lundi et puis de l'apprendre le mardi matin en te levant. Et ça tombe tout de suite puisqu'ils rentrent dans leur classement et les calculs sont faits tout de suite. Donc là, Prates est passé 10e, je crois, parce qu'on enregistre le lundi 11, puisque tu sais qu'on est toujours honnête avec les auditeurs du Fighter Club. Baba, je suis en voyage de noces pendant 15 jours. Yes. Donc cet épisode est enregistré. Donc, mais le week-end dernier, Carlos Prates a gagné un nouveau KO. Il passe 10e, c'est ça, Chris? En fait, il y a une petite incompréhension entre mon développeur et moi. Donc, il a dit 10e, mais il n'avait pas considéré que le champion était 0. Donc, en fait, il passe carrément 9e. Il passe devant Jeff Neal. 9, je crois que Moïcano après BSD à Paris, il était passé 6, 7 6, c'est ça, il est 6e. Chaque fois qu'ils font une évolution, je la trouve logique et cohérente. Ouais. Et beaucoup plus logique et cohérent que ce qui se passe dans le classement UFC au même moment, en fait. Parce que c'est basé sur un critère cohérent. Oui. C'est basé sur un critère cohérent. Alors tu peux le faire évoluer, les critères. On n'est pas. Et je pense pas que Chris pense que le produit est fini aujourd'hui. Non. C'est quelque chose qui va évoluer encore et qui aura du feedback de plus en plus positif et du feedback, je pense, avec de plus en plus de personnes qui sont au plus près de ce qu'est l'essence de l'UFC. Et donc après, il y a des choses qui vont pouvoir être ajoutées auxquelles on pense pas aujourd'hui, tu vois. Et après, il faudra les valoriser, etc. Mais en tout cas, ton classement, il peut être que cohérent s'il est basé sur des critères cohérents. Si c'était sur des critères incohérents, on verrait des choses bizarres. Moi, le classement de tous les dangers, parce qu'on peut parler là de classement de toutes les catégories, etc. Le classement de tous les dangers, c'est le fameux sacro-saint pour beaucoup de gens aujourd'hui, classement pound for pound. Oui, on allait rentrer. C'est ma question d'après, Baba. Donc c'est le plus dur. C'est celui-là le plus dur. On va y rentrer parce que c'est très compliqué. Chris, je t'introduis ça et je te donne la parole. En plus, moi, j'ai réagi à un moment à une publication de Fight Mind là-dessus, parce que leur première version, il y avait John Jones numéro 1. J'ai pas pu résister, Baba. J'ai pas pu résister. On a fait tout un épisode là-dessus avant le 309. Ouais. J'ai pas pu résister. Pour moi, non. Pound for pound numéro 1 aujourd'hui, ça peut pas être John Jones, c'est pas possible. Ils ont fait évoluer la formule, c'est plus lui. Mais le pound for pound, c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de subjectifs. Bien sûr. Il y a beaucoup de parts de subjectivité. On peut pas les comparer directement. Ils sont pas dans les mêmes catégories. Ils affrontent pas les mêmes mecs. Chris, est-ce que vous avez mis un truc en plus dans le classement pound for pound? Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Parce que c'est plus dur de faire ce classement-là, clairement. Ouais, donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire deux algorithmes différents et on va un peu voir les feedbacks qu'on reçoit. Donc il y en a un où John Jones sera premier parce qu'on partira de la logique qu'il faudra prendre ce qu'on appelle la legacy, c'est vraiment prendre l'entièreté de la carrière et tant que le combattant est encore actif, il garde les points de sa legacy en fait. Et on va prendre un classement qui selon nous est plus logique, qui prend en compte l'activité, on va dire. Et donc ici, la grosse différence, on va dire, par rapport au classement par division, c'est vraiment un gros boost sur les victoires dans les combats de championnat. C'est vraiment ça. Il y a aussi un boost quand tu es champion dans 2 catégories de poids différentes.
tu as un boost, enfin tu vas gagner plus si tu affrontes le numéro 2 ou le numéro 1 de ta catégorie plutôt que le numéro 8. Donc pour prendre un exemple, Pereira aurait gagné plus de points quand il a battu Jiri que quand il a battu Khalil. Donc il y a tout ce genre de choses. La véritable complexité, et d'ailleurs c'est le feedback général qu'on reçoit quand on publie des versions de notre ranking pound for pound, c'est qu'on ne sait pas, d'un point de vue data, définir que être champion chez les bantamweight ou être contender numéro 1 chez les bantamweight, c'est plus compliqué que de l'être chez les light heavyweight, par exemple. Donc ça, c'est une impossibilité. T'as pensé à mettre genre un boost ou moins boost en te disant, nous, on considère que, je sais pas, les lightweights sont la meilleure catégorie parce qu'il y a le plus de monde, ou il y a... Non, vous n'avez pas du tout... Non, ça on n'y a pas pensé. Donc là, on va plus favoriser l'activité, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a Alex Pereira qui est devant Islam Makhachev, c'est parce qu'il est plus actif que Islam Makhachev. Et donc, le truc que j'ai dit, parce que selon ma logique, mais ça, encore une fois, c'est un choix humain, mais à un moment, on est contraint de le faire. Il faut que les champions, donc s'il y a 8 catégories de poids, il faut que le top 8 soit les 8 champions. Ouais, ok. Ouais, voilà, ça, d'un point de vue algorithme, c'était obligatoire parce que sinon, on avait des champions qui étaient hors top 15. Et ça, par contre, ça manquait de logique. Même si tu es dans une division qui est considérée comme, entre guillemets, facile, tu as la ceinture de ta division, tu dois être très haut dans le pound for pound. Ah, mais je vais te dire, une de mes plus grandes blagues du classement pound for pound du UFC aujourd'hui, moi, c'est pas la 3 premiers, c'est Alex Pantoja qui est 11e. C'est n'importe quoi. Par rapport au combattant que c'est et à l'opposition qu'il a, ouais, d'accord, ok. Okay, mais là, encore une fois, on sent qu'il y a peut-être un appui de l'UFC qui veut jamais mettre cette division en avant, qui est pourtant une super division. Et du coup, ils se disent, c'est plus intéressant d'avoir Pantoja numéro 11 et d'avoir Charles Oliveira qui est même pas numéro 2 de sa division, encore dans le top 15 pound for pound. Non, mais le classement UFC pound for pound, il est uniquement basé sur le feedback des fans. Ouais, c'est tout en fait. Feedback des fans côté business, parce que on veut pas mettre les 157 en avant, on les met pas en avant. Tu retrouves les mecs qu'ils ont mis en avant au plus haut de place. Par contre, Baba, j'adore ce qu'il a dit parce que tu sais qu'ici on en a souvent parlé parce qu'on en parle plus souvent en boxe du classement pound for pound parce que c'est plus traditionnel en boxe de le faire et qu'on le fait souvent ici, Baba. Tu sais combien j'aime moi que l'activité compte. Rentre en jeu et que combien l'activité, par exemple, pour moi, mais en boxe, un Inoue au-dessus d'un Crawford parce qu'il est beaucoup plus actif dans le ring. Je trouve ça cool que ce soit un des critères essentiels. Mais c'est trop important. Mais oui, c'est trop important. En fait, ça fait partie même des critères des rankings de division, mais du pound for pound aussi. Donc, ce qu'on voulait, c'est plaire à l'UFC, mais aussi plaire aux fans. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un fan d'avoir son combattant préféré qui combat qu'une fois tous les 18 mois. Donc, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est il faut être actif pour rester haut dans le classement. Comme ça plaît aux fans. Et comme ça, les combattants seront aussi un peu moins à faire les princesses sur les matchmaking, etc. C'est, OK, si je veux rester à ma place, je ne peux pas m'asseoir dessus. Je dois combattre. Et donc, c'est pour ça, le pound for pound aussi, je pense qu'on sera tous d'accord, même si on est fan de Makhachev, on sera tous d'accord pour dire que c'est plus agréable d'avoir un champion comme Pereira qui combatte régulièrement. C'est super important ce que Chris vient de dire. Et je vais donner un exemple précis. Il y a... en Thaïlande, au Lumpini, à l'époque, en tout cas sur les sites officiels de ranking, j'aimais bien les expressions qui étaient utilisées par les officiels, où on disait que tel combattant est champion, ok, et on disait que le numéro 1, il est numéro 1, on mettait son dernier combat juste à côté, et quand il avait gagné, il disait un tel a protégé son classement contre un tel. Et pour moi, c'est ce que ça veut dire l'activité, c'est que tu veux protéger ton classement, tu veux protéger ta position numéro 1, numéro 2, tu dois combattre. Une fois que tu as combattu, tu as gagné, tu as protégé de cette manière. Tu te rappelles, c'est quelque chose qu'on avait parlé avec Nicolas Hoth sur l'activité de Nassour. C'est la même chose. Nassourdine, il veut protéger son statut. Protège ton statut en venant combattre à Paris, même si c'est contre Allen qui est derrière. Et encore une fois, et je dirais à chaque fois qu'on parlera de ranking ou de classement, enfin de championnat, etc., de ce que tu veux, c'est que tu vas les battre avant ou tu vas les battre après, mais tu vas devoir affronter les combattants. Donc toute la logique justement derrière le classement de l'UFC, elle va dans le sens contraire de ça. Je prends les match-ups les moins dangereux possibles et une fois que je suis champion, je vais voir. Non, c'est pas comme ça la vie en fait. C'est ce que Sergio Martinez avait dit à l'époque au fils de Julio César Chavez. Tu es champion du monde, mais tu n'as affronté personne et maintenant tu dis que j'ai eu la ceinture, mais je suis pas encore prêt à affronter un mec comme toi. Mais tu dois pas avoir la ceinture. Mais tu dois pas avoir le classement de numéro 5 non plus, c'est la même chose. Non, tu peux pas, clairement. On a récupéré Chris. Chris, il y avait aussi l'idée, on l'a dit, Dana White l'a dit lui-même, on cherche des solutions, il faut faire changer ce truc-là. Il a dit, donc je disais, on va faire une réunion. Il serait quand même bien temps de penser à faire une réunion après 11 ans de ce truc avec un panel fantôme. C'est bien d'y penser, Dana.
Est-ce que ça a eu des répercussions ? Est-ce que j'ai vu des Matt Frévola notamment, mais est-ce que tu as eu d'autres combattants qui ont eu vent de ton classement ? Est-ce qu'ils en étaient contents ? Est-ce que tu sens que ça bouge ? Est-ce que tu sens que ça pourrait aller jusqu'aux oreilles de l'UFC cette histoire ? Franchement, c'est notre objectif. Notre objectif, comme je le disais, c'est de sentir qu'on a eu un petit impact sur un élément important du MMA. Donc là, pour citer un autre combattant, on a Charles Johnson qui a aussi partagé notre algorithme et qui nous a contactés en privé. On a 2-3 journalistes aussi qui nous ont donné leur soutien en DM, donc ça fait plaisir. Ici, cette semaine, puisque c'est la Fight Week de John Jones, on va vouloir sortir le classement pound for pound et on espère que ça fera assez de bruit. Et puis, pour que ça arrive aux oreilles de Dana White, on n'a pas réellement une stratégie. On espère juste qu'à un moment, un journaliste lui pose la question pendant une conférence de presse ou que quelqu'un de l'équipe de l'UFC tombe dessus et se dise tiens, c'est pas mal, tiens, c'est open source, tiens, on peut l'utiliser gratuitement, tiens, on va leur voler et on sera très content. En tout cas, sache que si on en a l'occasion, on le fera, Chris. Moi, je te le garantis. Et on est le diffuseur de l'UFC en France, donc on sait jamais s'il y a des oreilles qui écoutent cette émission, qu'ils n'hésitent pas à contacter Chris parce que je trouve que ça peut être une bonne solution. Ouais. C'est ça vers quoi il faut aller. Je sais pas si c'est le modèle exactement de Chris, tu vois, qui sera retenu. Mais la conclusion de tous nos débats, c'est ça. C'est vers ce mode. Si on garde des rankings, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire du data, c'est ce qu'il faut faire. Il faut sortir de certaines considérations si on reste dans ce mode-là et qu'on veut rester sérieux. En fait, tout ça et tout ce que fait Chris et son équipe, c'est intéressant parce que ça pose la question de est-ce qu'on veut rester sérieux par rapport à cette éthique sportive ou est-ce que vraiment ça n'a plus aucun intérêt et ça n'a plus aucune incidence, c'est uniquement un business. Mais le fait que maintenant on est face à un ranking data-driven qui existe. La question, c'est est-ce qu'on choisit de l'ignorer parce qu'on en a rien à foutre et qu'on fait que notre business, ou est-ce que non, il y a une éthique sportive et donc on va prendre l'outil et après on l'améliore, on mettra les critères à notre sauce, mais en tout cas on va garder une éthique sportive. Maintenant que l'outil est là, la question elle est posée et on va voir. Chris, une réaction là-dessus ? C'est exactement ça en fait. Avec un ranking pareil, on ne peut pas se plaindre du résultat. On peut se plaindre des critères. Donc, si quelqu'un a une remarque à faire ou une critique à faire, ça ne peut pas être sur « je trouve que ce n'est pas logique que lui, ça a cette position ». C'est plus « ce critère-là ne devrait valoir plus », par exemple. Et c'est là tout l'intérêt. Si l'UFC veut reprendre notre base, grand bien leur... c'est libre à eux. S'ils veulent le garder tel quel, libre à eux. S'ils veulent l'ajuster parce qu'ils trouvent qu'un coefficient mérite plus, c'est à eux à le faire. Par exemple, je ne serais pas surpris qu'ils reprennent notre classement et qu'ils se disent série de victoires et bonus de la soirée, ça vaut encore plus de points bonus parce que ça va... parce que les séries de victoires, c'est un argument marketing, donc ça les intéresse, et parce que les bonus de la soirée, ça pousse les combattants à se donner un peu plus dans la cage. Alors, chacun donne son avis là-dessus, mais dès le moment où l'UFC fait son choix, c'est transparent pour tout le monde. Et nous, ce qu'on voulait mettre en place aussi, c'était un simulateur. Donc, on fait un simulateur où on peut dire, OK, John Jones combat ce week-end. S'il gagne contre Stipe Miocic, voilà où est-ce que ça le fait tomber dans le ranking pound for pound. On a Charles Oliveira contre Michael Chandler. Si Chandler gagne par KO, voilà où est-ce qu'il tombe dans le classement. Et donc, on pourrait avoir une full transparence où les combattants eux-mêmes peuvent se dire « Ok, si je gagne de telle manière ce week-end, je me retrouve à telle place. » Et je trouvais ça assez intéressant aussi comme fonctionnalité. C'est hyper intéressant, ça. En fait, ça coupe des débats. Tu sais vers quoi tu vas. Et en fait, c'est pour ça que je voulais faire cette émission aussi, Chris et Baba, parce que je pense que c'est un débat assez essentiel. C'est un sport encore très jeune. Ça restera un business. C'est dans l'ADN du MMA et de l'UFC d'être un business avant tout. Mais on devient un sport de plus en plus mainstream, suivi par de plus en plus de journalistes qui viennent du monde sportif classique ou traditionnel. Et c'est bien de devenir un vrai sport aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que ces rankings aient un sens. Et que le premier mec, tu vois, parce que souvent, quand je parle à des journalistes de sport qui sont pas dans ce milieu-là, quand tu leur expliques comment c'est fait, mais on te regarde avec des yeux comme si on était dans un milieu, nous, lunaire, quoi, par rapport aux sports normaux, entre guillemets. Et je pense que c'est bien, que c'est la maturité aussi d'un sport de faire grandir Baba, et on va conclure là-dessus. Non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est important. C'est important d'avoir ça, d'avoir cette crédibilité, de pouvoir avoir un point de repère pour tout le monde qui arrive et qu'on dise lui, c'est le reproche qu'on a fait en pied-point depuis des années et des années et des années, qu'il y a trop de champions par catégorie de poids, qu'il y a trop de ceintures, il y a trop de trucs, il y a trop de classements. Là, on a une ligue sportive qui est devant, on a d'autres qui sont juste derrière, et puis voilà, pourquoi pas avoir toutes les ligues principales
sportives de MMA qui adoptent un mode de ranking comme celui-ci et qui permettra d'uniformiser un petit peu la chose. Merci beaucoup Chris pour ta présence et plein de force pour le projet Fight Minds, pour le projet sur ce classement et puis pour tout le reste. Allez suivre Fight Minds si vous connaissez pas, c'est une super chaîne avec beaucoup de bonnes vidéos et vous en apprendrez beaucoup sur le MMA. On pense le MMA avec Fight Minds et c'est toujours un plaisir de retrouver leurs vidéos. T'avais un truc à me dire, Baba? J'ai un truc à dire, ouais, j'ai un livre dans les mains, regardez si vous êtes sur YouTube avec moi, c'est MMA 2024, c'est le livre d'Alex Herbinet, voilà, il a fait un gros travail, moi j'en étais témoin et c'est un super livre qui va vous retracer l'année fabuleuse du MMA. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la cage et en dehors et je pense que ça rend hommage à l'explosion du sport en cette année en 2024 et donc bravo Alex pour ton travail, c'est super, force à toi et ça fait un très beau cadeau de Noël donc n'hésitez pas tout le monde, il est disponible. Grand merci Monsieur Baba pour cette petite instant promo, j'apprécie beaucoup, merci. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club, envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut Chris, merci beaucoup, salut Baba. Chris, à bientôt. Ciao. Salut. RMC Fighters Club.